Le Sénégal joue une finale. Le Sénégal gagne cette finale. Le trophée est remis officiellement. Les joueurs célèbrent. Le pays entier fête. 2 mois après, la CAF prend une décision. Une décision que personne n'avait jamais vue dans toute l'histoire du football africain. Est-ce que cette décision est juste? Est-ce que le règlement a été vraiment respecté? Pourquoi cette affaire divise autant l'Afrique tout entière? Dans cette vidéo, on ne va pas prendre parti. On va faire quelque chose de très important. On va comprendre les faits, le règlement, les deux côtés du débat. Parce qu'avant de donner ton opinion sur cette affaire, il faut d'abord comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et je t'assure que la dernière partie de cette vidéo va changer ta façon de voir cette affaire. Commençons par le début. Les faits, rien que les faits. Le 18 janvier 2026, finale de la CAN à Rabat, au Maroc. 2 équipes en lice. Le Maroc, pays organisateur, et le Sénégal, tenant du titre. Le match se déroule normalement jusqu'à ce moment-là. En fin de match, l'arbitre accorde un penalty au Maroc. Il accorde un penalty. Il accorde le penalty. Monsieur Jean-Jacques Dalados. Un penalty que beaucoup de supporters sénégalais et même certains observateurs ont jugé très contestable. La réaction des joueurs sénégalais est immédiate. Ils quittent le terrain en signe de protestation. 15 minutes, 15 longues minutes de confusion totale. Sur la pelouse, dans les tribunes, partout. Et puis, les joueurs reviennent. L'arbitre autorise la reprise du match. Le jeu reprend. Brahim Diaz se lance pour tirer le penalty. Il le rate. Le match continue. Les prolongations arrivent et c'est Pape Gueye qui marque. 1-0 pour le Sénégal. Le coup de sifflet final retentit. L'arbitre siffle la fin. Le match est terminé. Le trophée est remis officiellement devant tout le monde. Les joueurs sénégalais célèbrent. Le Sénégal fête sa 2e étoile continentale. Selon les informations disponibles, le match s'est terminé normalement. L'arbitre ayant lui-même autorisé la reprise après l'incident. Voilà ce qui s'est passé sur le terrain le 18 janvier 2020. Les faits, rien que les faits. Quelques jours après cette finale, la CAF s'est réunie. Le jury disciplinaire examine les incidents. Sa décision, les 2 fédérations sont sanctionnées. Le Sénégal et le Maroc, les deux. Des amendes lourdes sont infligées pour comportement anti-sport. Mais voilà ce qui est important, ce que beaucoup n'ont pas remarqué. Le résultat du match n'est pas touché. Le score de 1-0 est maintenu. Le Sénégal reste officiellement champion d'Afrique. D'après la Confédération africaine de football elle-même, cette première décision sanctionnait les comportements, pas le résultat. Les comportements d'un côté, le résultat de l'autre, 2 choses séparées. À ce stade, l'affaire semblait réglée. Des sanctions, une leçon, mais le résultat respecté jusqu'au 18 mars. Le 18 mars 2026, exactement 2 mois après la finale, le jury d'appel de la CAF se réunit et prend une décision que personne n'attendait. Le Sénégal est déclaré forfait. Le score est homologué 3-0 en faveur du Maroc. Le Maroc devient officiellement champion d'Afrique sur tapis vert 2 mois après la finale. La justification officielle de la CAF, les articles 82 et 84 du règlement. Ces articles stipulent, je cite, qu'une équipe quitte le terrain sans autorisation de l'arbitre est déclarée perdante. Alors, je vais te poser une question simple que beaucoup de gens se posent. Si ces articles 82 et 84 existaient depuis le début, pourquoi le premier jury ne les a-t-il pas appliqué? C'est exactement cette contradiction qui est au cœur de toute la polémique et c'est ce qu'on va analyser dans la partie suivante. Parce que maintenant que tu connais les faits, on peut enfin comprendre pourquoi cette décision divise autant. Maintenant que tu connais les faits, voyons pourquoi ça fait autant de polémiques. Maintenant que tu connais les faits, tu comprends mieux pourquoi cette décision a provoqué une réaction aussi massive sur les réseaux sociaux. La réaction a été immédiate et totale. Par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qu'il a attribué au Maroc. Dans le même temps aussi, c'est passé assez inaperçu. Le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de foot, a attribué la CAN au Maroc. La Confédération africaine de football accorde le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le Maroc est devenu champion d'Afrique. Sur tapis vert, des milliers de commentaires, des milliers de vues, des réactions venues du monde entier. Et le Sénégal avait prévu de présenter le trophée à sa diaspora le 28 mars au Stade de France devant des milliers de supporters. Une célébration prévue, organisée, attendue. Pour beaucoup de supporters et même d'experts du football, cette décision est extrêmement difficile à accepter. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi. Quand tu gagnes sur le terrain, quand le trophée t'est remis, quand ton pays célèbre et qu'on te dit 2 mois
après que tu n'as pas gagné. La réaction émotionnelle est humaine et légitime. Mais au-delà de l'émotion, certains experts du droit sportif soulèvent des questions beaucoup plus précises. Premier point soulevé, le match a repris. L'arbitre lui-même a autorisé la reprise. Les joueurs sont revenus. Le jeu a continué jusqu'au coup de sifflet final. Certains experts estiment que lorsqu'un match reprend et se termine normalement, le résultat acquis sur le terrain devrait être protégé. Deuxième point, la contradiction interne. Le premier jury de la CAF avait sanctionné les deux équipes avec des amendes, mais sans toucher au résultat. Le jury d'appel, lui, a décidé d'annuler le résultat. Même règlement, même situation, deux décisions opposées. Certains experts se demandent comment le même règlement peut-il produire deux conclusions aussi différentes. Troisième point, l'ancien international français Sami Nasri a posé une question que beaucoup partagent. Le soir du match ou le lendemain, on aurait compris. Mais 2 mois après, ces 3 points ne sont pas des accusations, ce sont des questions juridiques légitimes que les experts reconnus soulèvent publiquement et qui méritent des réponses claires. Maintenant, soyons honnêtes et regardons l'autre côté, parce qu'il y a aussi des voix qui défendent la décision de la CAF et leur argument mérite d'être entendu. Premier argument, le règlement existe, il est connu de tous. Avant chaque compétition, chaque fédération signe pour accepter ces règles. D'autres estiment que si on commence à ne pas appliquer le règlement quand ça dérange, alors ce règlement ne sert plus à rien. Deuxième argument, la discipline sur le terrain. Quitter le pelouse pendant un match, quel que soit le motif, est un acte grave dans n'importe quelle compétition, à n'importe quel niveau. Certains estiment que les joueurs savaient ce qu'ils risquaient en quittant le terrain et que les conséquences font partie des règles du jeu. Troisième argument, si la CAF ne sanctionne pas ce type de comportement fermement, qu'est-ce qui empêchera d'autres équipes de faire la même chose dans le futur compétition? Ces arguments sont sérieux. Ils méritent d'être pris en compte, même si on ne les partage pas forcément. C'est ça la réalité de cette affaire. Il n'y a pas un camp qui a 100% tort et un camp qui a 100% raison. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est exactement pourquoi cette affaire divise autant. Mais cette histoire n'est pas encore terminée parce que le Sénégal a encore une option importante. Le TAR, le tribunal arbitral du sport, basé en Suisse. C'est la plus haute juridiction du sport mondial, au-dessus de la CAF, au-dessus de la FIFA, au-dessus de toutes les fédérations continentales. Selon les règles du sport international, le Sénégal dispose d'un délai de 10 jours pour saisir le TAR. Et le TAR a le pouvoir de suspendre la décision de la CAF, la modifier ou l'annuler complètement. Le gouvernement sénégalais a déjà déclaré officiellement qu'il userait de toutes les voies de recours disponibles, ce qui inclut le TAR. Donc à l'heure où tu regardes cette vidéo, cette affaire peut être encore en cours de traitement. Le dernier mot n'a peut-être pas encore été dit. Et quelle que soit la décision finale, cette affaire nous apprend quelque chose de très important. Quelque chose qui dépasse largement le football. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parce que cette affaire, au-delà du football, nous apprend 3 leçons essentielles. On vient de voir les faits, on vient d'entendre les deux côtés. Maintenant, je vais te dire ce que cette affaire nous apprend vraiment. 3 leçons qui dépassent largement le football et qui s'appliquent à ta vie de tous les jours. Leçon 1. Le sport aussi a ses règles. On a tendance à penser que dans le sport, c'est le terrain qui décide toujours. Celui qui marque gagne. Point final. Mais cette affaire nous montre que ce n'est pas aussi simple. Dans le football comme dans la vie, il y a des règles écrites, des règles signées, des règles acceptées avant même de commencer à jouer. Et ces règles peuvent changer beaucoup de choses, même après la victoire. Avant de t'engager dans quelque chose, lis les règles, comprends les règles, parce qu'ignorer les règles ne te protège pas de leurs conséquences. Leçon 2. L'émotion et la réalité sont deux choses différentes. Ce que les supporters ressentent est légitime complètement. La frustration est réelle, la colère est compréhensible, le sentiment d'injustice est humain. Mais le sentiment d'injustice et la réalité juridique ne sont pas toujours la même chose. Parfois quelque chose peut sembler injuste et être pourtant conforme aux règles. Parfois quelque chose peut sembler normal et être pourtant une violation grave. Ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose fortement que c'est automatiquement la réalité. Avant de réagir, avant de partager, avant de crier à l'injustice, prends le temps de séparer ce que tu ressens de ce qui est réellement vrai. Ces deux choses ne sont pas toujours la même chose. Leçon 3, et c'est la plus importante, comprendre avant de juger. Depuis que cette décision a été annoncée
lancé, les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de personnes ont partagé leur opinion fort, vite, avec certitude. Mais combien d'entre elles avaient vraiment lu les articles 82 et 84? Combien savaient que le premier jury n'avait pas touché au résultat? Combien connaissaient l'existence du tas? La réponse honnête, très peu. Et ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Aujourd'hui, dans notre monde connecté, on réagit avant de comprendre, on partage avant de vérifier, on juge avant de lire. Et c'est exactement comme ça que la désinformation se propage, que les arnaques fonctionnent, que les manipulations réussissent. Que ce soit une polémique sportive, une arnaque financière, une décision institutionnelle ou une information qui circule sur ton téléphone, le schéma est toujours le même. Ceux qui comprennent les règles ont toujours les avantages sur ceux qui ne les connaissent pas. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pas pour te dire quoi penser, pas pour prendre le parti, mais pour t'aider à comprendre ce que beaucoup n'expliquent pas. Parce que quand tu comprends, on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus t'arnaquer, on ne peut plus décider à ta place. La leçon numéro 3, avant de donner ton opinion sur cette affaire, sur n'importe quelle affaire, prends le temps de comprendre les faits. Tous les faits des deux côtés. Parce que l'opinion la plus puissante, c'est l'opinion informée. Et maintenant, la conclusion. Ce que je veux que tu retiens vraiment de tout ça. On a fait le tour. Alors laisse-moi te résumer ce qu'on vient de voir ensemble. Le 18 janvier 2026, le Sénégal gagne la CAN sur le terrain. 1-0 en prolongation. Le trophée est remis officiellement. Fin janvier, la Confédération africaine de football sanctionne les deux équipes, mais respecte le résultat. Le 18 mars, 2 mois après, le jury d'appel renverse tout. 3-0 pour le Maroc sur tapis vert. Est-ce que c'est juste? Est-ce que le règlement a été correctement appliqué? Ou est-ce une décision difficile à accepter? Honnêtement, je ne suis pas juge. Je ne suis pas arbitre. Je ne suis pas juriste, mais je suis quelqu'un qui croit fermement en une chose, la transparence, la cohérence et le respect des règles de la même façon pour tout le monde. Ce qui me dérange dans cette affaire, ce n'est pas forcément la décision elle-même, c'est la question que personne ne peut éviter. Pourquoi 2 mois après? Pourquoi le premier jury n'a-t-il pas appliqué les mêmes articles? Ces questions méritent des réponses claires, publiques et honnêtes, parce que le football africain appartient aux Africains, aux joueurs qui transpirent sur le terrain, aux supporters qui remplissent les stades, aux joueurs qui rêvent de porter le maillot de leur pays, pas seulement à ceux qui décident dans les bureaux fermés. Et toi, maintenant que tu connais tous les faits, maintenant que tu as entendu les deux côtés, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce une décision normale et légitime ou une décision difficile à accepter? Dis-le moi en commentaire. Je lis tous vos messages personnellement. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre cette affaire, fais une chose, une seule chose. Partage-la à un ami, à quelqu'un qui suit cette polémique, à quelqu'un qui mérite de comprendre les deux côtés, parce que dans un monde où tout le monde crie, ceux qui prennent le temps de comprendre font vraiment la différence. Et si tu veux continuer à comprendre ce que beaucoup n'expliquent pas, abonne-toi. Ici on analyse, on décrypte, on éduque, pas pour te dire quoi penser, mais pour que personne ne pense à ta place. Et surtout, reste vigilant.